Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la sélection des matériaux et procédés. Nous allons nous intéresser ici au compromis de sélection. On a vu dans les vidéos précédentes la création et l'utilisation des critères et indices de performance. Et on a vu parfois que derrière on pouvait avoir plusieurs objectifs, donc plusieurs indices de performance, et que plus on avait d'indices, plus on avait de choix, et donc plus on risquait d'avoir des conflits entre ces différentes propositions, et donc on avait des compromis de sélection à faire. Et c'est ce dont on va parler ici. Alors, plusieurs cas vont pouvoir se présenter. Parfois, on n'a pas suffisamment d'indices de performance qui vont nous aider à, on va dire, focaliser sur quelques individus à sélectionner, donc les optimums de sélection. Donc, au niveau des compromis, cette fois-ci, peut-être qu'on pourrait se dire, je vais rajouter un indice de performance pour refermer justement l'espace des possibilités en termes de choix. Autre cas qui peut se présenter, on a trop d'indices de performance dans ce cas-là, donc on va trop refermer ou risquer peut-être d'avoir des conflits d'objectifs, c'est-à-dire parfois quand on va sélectionner via certains indices de performance certains matériaux candidats, ils passeront plus les autres critères puisqu'ils auront déjà été sélectionnés par les autres, et inversement, si on utilise les seconds critères, ils viennent être en concurrence avec les premiers. Dans ce cas-là, on va plutôt préférer retirer des indices de performance, et une façon de le faire, c'est de fixer un indice de performance sous forme de contrainte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Prenons par exemple un espace de performance, une performance 1, une performance 2, avec un point ici sur lequel on pourra avoir une discussion entre ces deux performances. Et si justement on n'est pas d'accord sur cette discussion, on pourrait dire voilà, écoutez, cette performance-là, on va la figer. Donc, le point qui est ici est figé, on ne peut ni avancer à droite ni avancer à gauche. Par contre, on aura une liberté sur la performance 1, soit en montant, soit en descendant. Donc, par exemple, ici, je pourrais aller chercher les valeurs au-dessus sans bouger, par contre, au niveau de la performance P2. Je pourrais faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire figer P1, donc ce point-là serait fixé autour de la performance 1, et on aurait un degré de liberté sur P2, donc à droite ou à gauche, en augmentant ou en descendant cette performance. De fait, on perd une des performances d'un point de vue optimisation de choix, mais ça nous permet d'ouvrir l'espace des possibles si jamais on était bloqué entre ces deux performances, c'est-à-dire si l'une venait bloquer la deuxième. Une autre solution possible serait de relier ces deux performances, par exemple, donc si on reprend encore le cadre qui est ici, et on aurait donc cette fois-ci une évolution conjointe, c'est-à-dire que je ne vais pas brider P1 ou P2 et faire varier que l'une ou l'autre, mais enfin les faire varier toutes les deux. Donc imaginons que je pars d'ici d'un point où P1 et P2 sont discutés ensemble, on va faire essayer de faire évoluer P1 en fonction de P2, et dans ce cas-là, dès que P2 va évoluer, P1 va évoluer également. Donc P1 deviendrait par exemple une fonction de P2. Donc quand P2 bougera, P1 bougera automatiquement. Donc c'est une façon également de diminuer comme ça les conflits d'objectifs en reliant des performances entre elles. Alors comme je pense qu'à ce niveau c'est certainement pas encore clair pour tout le monde, on va donner un exemple. Prenons une performance de type coût par exemple pour P1 et une performance de type masse pour P2, et imaginons par exemple que dans cet espace coût masse on ait certains matériaux qui restent après toute l'analyse qu'on aurait pu avoir de traduction du cahier des charges et première étape de sélection, et qu'à la fin on se retrouve dans une discussion d'optimisation en coût et en masse, et qu'on a par exemple 4 candidats potentiels. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Donc si on se met à gauche, je vais avoir un matériau qui exprime un coût très élevé pour une masse la plus faible possible. Si je prends le point qui est à droite ici, donc le matériau de droite, pardon, il correspond au point minimum pour le coût, mais pour une masse qui serait maximale. Et on est donc ici sur deux inverses d'un point de vue choix conceptuel. Alors, à quoi correspond le point M qui est ici? Si on dessine la fonction qui passerait par l'ensemble des solutions minimales, c'est ce qu'on appelle ici le front de Pareto, d'un point de vue optimisation, ce point M serait le meilleur choix, mais malheureusement, il n'y a pas de matériau. Donc c'est là où justement on est face à un conflit d'objectifs ou un conflit de performance ici, et donc on va devoir mettre en place des compromis. Alors pour ça, on va essayer de raisonner dans le monde du transport. Imaginons par exemple que je veuille travailler sur une voiture, donc un véhicule individuel et privé. On sait que l'un des risques, c'est le coût. C'est-à-dire que plus la voiture sera chère, moins le client voudra acheter. Donc on voit ici que si je veux baisser la masse de cette voiture, histoire de moins consommer, je risque d'avoir une augmentation du prix que le client ne va pas accepter. Donc les matériaux qui seraient ici ne seraient pas acceptés à cause d'un surcoût qui serait par exemple inacceptable d'un point de vue conceptuel et surtout d'un point de vue vente. Donc on pourrait décider au niveau ici de l'évolution du coût de brider le coût,
donc ici à ce seuil, et donc dans ce cas-là d'accepter une légère augmentation de la masse dans le choix du matériau qui aurait d'un point de vue impact voiture que peu d'effet par rapport à un risque d'augmentation du coût et donc un risque de refus de l'achat du véhicule associé. Deuxième façon de voir, se dire, ben voilà, je vais chercher pour ce véhicule à baisser la masse pour pouvoir gagner derrière à une consommation plus faible. Mais l'un des risques également, c'est quoi? C'est que si on descend trop la masse, je peux avoir, imaginons qu'ici je travaille sur un matériau qui joue énormément sur la masse du véhicule et que le véhicule devienne trop léger. L'un des risques serait, par exemple, d'un point de vue technique, de ne plus avoir de tenue de route suffisante. Et donc, dans ce cas-là, ça serait inacceptable d'un point de vue conceptuel. Donc, si on descend trop en dessous de cette masse, on pourrait avoir un risque potentiel. Dans ce cas-là, on bride la masse à ce niveau-là. Et donc, on va accepter ici, dans l'espace des possibles, de monter un tout petit peu plus haut sur un coût plus élevé. Qui pourrait peut-être juger ici au niveau du cahier des charges et surtout au niveau de l'analyse du coût comme acceptable d'un point de vue utilisateur. Dans ce cas-là, peut-être qu'on pourrait se porter sur ce choix, mais en bridant la masse. Donc là, ça répond un petit peu à ce qu'on avait dit ici. On va limiter une performance pour optimiser la seconde. Donc tout à l'heure, j'ai limité le coût et on a donc ici varié sur la masse. Ici, je viens de brider la masse et on a fait une variation sur le coût. Donc ici, si on prend le dernier cas qui va se poser à nous, on va se positionner par exemple dans le cas d'une conception dans le monde de l'aéronautique ou de l'aérospatiale, et on sait que pour créer un avion ou une navette, on est très embêté par la masse, car plus la masse va être élevée, plus le coût en kérosène va exploser. Donc là, on va avoir une pénalisation de la masse face au coût, donc c'est pour ça qu'on parlera de fonction de pénalité, et de taux d'échange entre les performances coût et masse. Alors ça, on l'explicitera dans les diapos d'après. On comprend bien que si je reprends le cas du véhicule, l'effet de la masse sur l'impact en coût véhicule, notamment lors de la mise en circulation, est faible par rapport au coût qu'on pourrait avoir sur un aéronef ou sur une navette. Donc ici, le taux d'échange véhicule est faible, alors que le taux d'échange dans le secteur aéronautique ou aérospatial va devenir énorme, c'est-à-dire que la masse va très 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 fortement pénaliser le coût du véhicule qu'on va regarder d'un point de vue aéronautique ou aérospatial. Donc on a ici un taux d'échange qui va exploser. Donc cette analyse en coût me relie bien l'évolution du coût entre le coût capital plus coût en service en fonction de la masse, puisque la masse sera donc une pénalisation. Et si je regarde ici l'évolution potentielle que j'aurai, ça serait de dire, ben voilà, je vais chercher à optimiser ma masse, donc la diminuer un maximum, tout simplement pour avoir le meilleur avion d'un point de vue consommation, donc il consommera peu. Par contre, naturellement, je risque d'aller chercher des matériaux qui seront plus chers, parce que certainement de meilleure qualité, car ils doivent répondre bien sûr aux fonctions techniques, tout en ayant une masse qui diminue. Donc ça veut dire que là, je vais chercher des produits qui auront une haute technicité, parce que bonne propriété mécanique ramenée à la masse volumique, et donc automatiquement je vais impacter mon coût. Naturellement, pour la création d'un avion, la limitation en coût n'est pas aussi forte que pour un véhicule personnel, donc on va se permettre de choisir des matériaux qui seront un optimum d'un point de vue utilisation. Par contre, au niveau du coût d'achat, tant pis, on va augmenter le coût d'achat initial, mais en service, ça sera moins cher. Alors reprenons un exemple précédent donc de la vidéo qui a été faite sur les critères et indices de performance. Vous vous rappelez, on avait parlé des plans de visualisation métrique et on avait utilisé différents indices de performance. Donc ici je vais reprendre par exemple le module Young divisé par ρ, qui était, si vous vous souvenez, la maximisation de la tenue mécanique à la traction pour une masse légère, par exemple sur un tirant. Et on était donc parti sur le principe que on devait avoir ici l'évolution de l'indice, donc qui devait augmenter. Donc on va maximiser, donc ici vous avez les valeurs de l'indice qui augmentent pour sélectionner les meilleurs matériaux. Et si on prend le critère lié par exemple à la tenue à la flèche en flexion sur une poutre, avec une masse mini cette fois-ci, donc on avait module 1,5 divisé par ρ, on pouvait positionner ici naturellement une autre droite de sélection en allant vers le haut pour optimiser notre choix. Et on voit donc à ce moment-là naturellement que l'espace des possibles est bloqué 1 ici par exemple, donc ça c'est un choix. Le concepteur va monter la ligne à un niveau qu'il désire. On va brider ici en dessous de la traction les candidats. Et ici, la ligne de flexion vient de son côté avec donc la pente qui lui correspond, brider l'espace des possibles d'un point de vue flexion. Donc ici, on va refermer l'espace des possibles en choix matériaux optimum. Donc meilleurs candidats à la traction. Donc là, ils sont toujours meilleurs. Mais en plus, ceux qui sont ici cette fois-ci sont également les meilleurs d'un point de vue flexion. Donc ça, c'était déjà ce qu'on avait vu dans la précédente vidéo. Et on pourrait imaginer également rajouter d'autres critères, par exemple
Ici, je pourrais rajouter un critère sur un panneau en flexion. Donc là, je vais changer, je suis plus sur une poutre, mais sur un panneau. Donc dans ce cas-là, j'aurai un facteur 1/3 et sur le module, pardon. Et ici, l'espace des possibles donc va me dire je suis très bon à la traction sur une barre, je suis très très bon à la flexion sur une poutre, et maintenant ici je vais sélectionner avec la partie panneau. Ça veut dire que à même critère point de vue matériaux, je peux répondre à la traction, à la flexion sur poutre et à la flexion sur panneau, et donc l'espace des possibles ici se referme grâce à ce critère quand je l'ajoute. Donc là, c'était un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand on n'a pas assez d'éléments pour venir fermer l'espace des possibles, on peut rajouter des indices de performance qui pourraient correspondre et qui doivent naturellement correspondre à une réalité conceptuelle. Là, typiquement, je peux trouver des pièces, des panneaux qui sont soumis comme ça à des variations où je regarde le module et la masse volumique. Donc on est dans le même espace et le même plan de visualisation. Donc ici, j'aurai donc un espace qui ne serait pas optimal. Ici, j'ai donc l'espace des solutions qui resteraient après analyse des critères de performance. Et je vois qu'on a quand même énormément de résultats qui restent. Et on pourrait se dire, voilà, franchement, en termes de module Young, si on regarde ce qui existe en bas, on est très très faible. Et donc, on pourrait se dire qu'au niveau du module, on va brider un peu l'information. Donc, je vais limiter l'information au niveau de ce choix conceptuel modulaire. Et je vais imposer après calcul et dimensionnement, un module Young qui doit quand même au minimum valoir 10 gigapascal, et donc je referme cet espace en bridant une des performances le long donc, du module Young, et je ne veux aucun candidat en dessous. Donc je vois que à partir de ce moment-là, mon analyse en traction, en flexion, plus une limitation sur le module me referme nettement l'espace des possibles, et donc mes solutions seront à rechercher parmi les candidats qui sont ici. Et là, je vois que j'ai un vide qui est laissé au niveau matériaux, et c'est ce qu'on avait dit dans la vidéo précédente. Dans les espaces ici, avec module supérieur à 10 gigapascal et pour une masse volumique minimum cherchée, à part l'espace qui est ici, on n'a rien. Donc, alors attention, rien dans la base de données, hein. Il peut y avoir des résultats avec d'autres bases de données. Là, on est sur le niveau 2 de CES et du PAC. Donc, imaginons qu'il n'existe pas du tout de matériaux. Donc, ça veut dire que cet espace permet aux fabricants de matériaux d'avoir une réponse pour une évolution technologique d'un point de vue matériaux. Alors on va maintenant détailler le compromis de sélection via la fameuse fonction de pénalité qu'on a vue précédemment. Alors on l'appelle également fonction de valeur. Et on va reprendre ici l'exemple du tyran, donc de la barre soumise à un effort de traction. Cette barre était de longueur L imposée, de section libre, et on avait fait une approche en résistance, et on avait demandé deux objectifs, un coût mini et une masse mini. Donc naturellement, dans un espace où on mettrait ces deux indices de performance, on chercherait les candidats qui seraient en bas à gauche, bien sûr, en termes de réponse optimale. Donc, ici, on est sur un indice de coût, donc on représente la performance coût, et ici on était sur un indice de masse, donc on représente la performance de type masse. Ici, on sait, et on l'a dit tout à l'heure, que la masse peut avoir un impact sur le coût, notamment dans le domaine du transport, et plus on va être dans des domaines de haute technicité, hein, on va passer des véhicules aux camions, et puis on va faire des voitures de course aussi, tiens, par exemple, on ne l'avait pas cité tout à l'heure. Après, on va passer sur les avions, sur les avions de chasse, et puis sur, par exemple, des navettes spatiales. L'impact de la masse sera pas du tout la même, bien sûr, en fonction du véhicule qu'on va regarder et concevoir. Donc, derrière, on va définir une fonction coût comme étant le coût initial du matériau, plus un impact, donc une pénalisation, via la masse. Et donc, le alpha qui va être ici va être appelé dans le cadre de cette fonction de pénalité, le taux ou le coefficient ou constante d'échange entre cette masse et ce coût. Donc ici, puisqu'on exprime le coût en fonction de la masse, cette constante d'échange qui est ici sera exprimée bien sûr en euros par kilo. Ça veut donc dire que cet alpha va représenter, alors ça peut être subjectif, bien sûr, hein, si on prend par exemple un taux d'échange perçu, mais ici ça va être carrément calculé, c'est-à-dire qu'on va calculer cet alpha, c'est-à-dire l'impact réel de la masse sur le coût estimé final du produit et en service. Et donc ici, ça sera alpha, le surcoût acceptable par kilo gagné, c'est-à-dire que plus on va être léger, plus on est compétitif pendant le service, mais plus naturellement le coût sur l'achat du véhicule en capital, lui, va augmenter. Mais le client va accepter ce surcoût parce que par la suite en service, naturellement, ça coûtera moins cher. Donc cet alpha, c'est bien le surcoût acceptable par kilo gagné, ici au niveau de la masse. Donc si on écrit cette fonction
à partir des indices de performance qui sont ici. On prend le coût comme étant CM ρ sur sigma E et on prend la masse comme étant ρ sur sigma E. Et bien ce ρ sur sigma E est impacté par cet alpha. Conclusion, je peux écrire que ma fonction de pénalisation ici qui est phi vaut bien ρ sur sigma E, donc qui est ici, fois Cm plus alpha qui est ici directement le coefficient d'échange. Donc, si on regarde un petit peu dans le transport, ce que je viens de dire à l'instant, le alpha concernant des voitures ou des camions, va rester plutôt faible, et dès qu'on va commencer à augmenter dans la technicité, et également, on va voler de plus en plus haut et carrément on va aller dans l'espace, et bien cet alpha va carrément exploser, et on est très bas ici pour le véhicule, et on peut atteindre des valeurs de plusieurs milliers, ici pour par exemple une navette spatiale. Ça veut donc dire quoi? Et si on va le comprendre ici, si le coût matériau initial est face à un alpha faible, imaginons ici que je sois sur un matériau de l'ordre de, on va dire, 10 ou 20 euros le kilo, et que ça, le alpha vaut 1, on comprend bien que 1 pardon, est parfaitement inférieur au coût massique qui est ici, et donc l'impact en masse est négligeable. Par contre, dès que je vais commencer à augmenter mon alpha, il va falloir 10, 100, 1000, 10 000, face à un coût matériau même qui fait quelques centaines d'euros au kilo, on comprend bien que le alpha qui est ici va cette fois-ci annuler la présence du coût massique et c'est alpha qui va prendre la main sur la fonction de pénalité. Donc on comprend bien d'office que quand on a des secteurs d'activité dans le monde du transport mais qu'on devient de plus en plus technique et surtout qu'on va commencer à décoller et aller dans l'espace, ce alpha va exploser et naturellement le coût massique qui est ici va être amoindri par l'impact du taux d'échange en euros kilo à ce niveau. Alors on va représenter cette fonction de pénalité. On va mettre un graphique où on a ici la valeur de cette fonction de pénalité, donc bien sûr en fonction des différents matériaux qui pourraient être disponibles dans une base de données. Et ici, je vais regarder l'évolution d'alpha. Donc là, je vais avoir alpha vaut 1, et je vais donc regarder phi pour l'ensemble des matériaux en les impactant ici avec une valeur de 1. Ensuite, je vais passer à 10, donc naturellement, l'ensemble des résultats va augmenter. Et je ne sais pas si vous voyez, ce qui va être très important, c'est surtout ce qui est ici. Puisque phi, si je regarde à droite, il est minimum, puisque là, on a un classement par ordre décroissant des valeurs de phi. Et surtout, regardez à ce niveau-là, je vois que les matériaux qui étaient ici ne sont déjà plus les mêmes quand alpha est passé à 10. Je continue à avancer, je passe sur un alpha de 100, donc je reviens histoire que vous voyez un petit peu le changement. Je vois que les matériaux qui sont ici ne sont déjà plus les mêmes que ceux qui sont ici. Et je continue à augmenter, donc je pense que vous avez compris. Je vais avoir comme ça, quand je vais augmenter alpha, naturellement une évolution de l'ensemble des matériaux, et surtout dans la partie phi, donc fonction de pénalité la plus basse possible, donc ici pour le coût le plus bas possible, je vois que les solutions qui sont optimales d'un point de vue minimum ne sont pas les mêmes en fonction d'alpha. Conclusion, et c'est bien ce qu'on a dit tout à l'heure, quand je vais augmenter ici ma technicité, quand je vais augmenter mon alpha, automatiquement je vais pouvoir jouer sur des matériaux différents et des matériaux surtout qui sont extrêmement coûteux ici à ce niveau-là. Donc on va faire un petit zoom sur cette partie ici, donc je ne prends que les solutions minimales, ça veut dire que naturellement je ne regarde pas tout, je prends que les optimaux d'un point de vue fonction phi mini. Et donc si on regarde un tout petit peu plus près, donc les zones terminales de la partie phi, donc les parties minimales, on va avoir par exemple ici l'évolution de la position des aciers faiblement alliés, celle des aciers à haute teneur en carbone, celle des alliages d'aluminium, celle des alliages de magnésium cette fois-ci. Ensuite, on va voir apparaître l'alliage de titane, les composites à fibres de carbone et le monde des céramiques. Alors on voit bien sûr que plus on va aller vers de la haute technicité, ici vers des navettes, plus les matériaux qui sont ici tendent vers ceux qui sont présents là. Alors c'est déjà vrai à ce niveau-là, quand on prend les avions, et plus on va tendre vers des alliages de haute performance, et derrière qui vont avoir automatiquement un surcoût au niveau de la réalisation du véhicule. Alors une autre façon d'utiliser les fonctions de pénalité pour exprimer les compromis de sélection, c'est d'exprimer en fin de compte l'un des indices en fonction de l'autre via justement la partie pénalisation, c'est-à-dire la fonction et le taux d'échange. Donc il suffit simplement d'inverser la fonction de pénalité et d'exprimer cette fois-ci une variable en fonction de la seconde. Donc c'est ce qu'on va avoir ici, on va exprimer le coût, donc le coût, en fonction de la masse via l'expression de phi et de alpha. Donc faites attention, cette écriture-là nous donne une écriture de droite, donc c'est-à-dire que j'aurai y qui vaut ax plus b. Donc dans un espace linéaire, j'aurai
un petit peu le même raisonnement qu'on a vu avec la vidéo précédente sur les critères et les indices de performance. J'aurais bien ici une pente avec un alpha négatif et ici une constante b donc qui serait à minimiser, mais ça c'est quand on écrit justement directement en linéaire. Si je prends le log de ce qui est ici, je vais obtenir des logs à droite. Donc faites attention, les critères ici alpha, donc les taux d'échange, vont apparaître dans l'espace logarithmique. Donc là j'ai représenté un espace log, non plus sous forme de droite bien sûr, puisqu'on serait linéaire si on était dans un espace linéaire, mais ici on serait courbé puisqu'on est dans un espace qui a été transformé via les logarithmes. Donc ici on peut représenter de la même façon l'évolution de alpha via une pente. Attention, on est courbé dans l'espace log. Et on cherche toujours à minimiser alpha. Donc on va descendre ici, bien sûr, les courbes de sélection. Donc, via la surface des compromis au fond de Pareto, donc qui va minimiser ici les valeurs optimales. On voit bien que quand on est un alpha sur 1, ben, on est très très proche ici des métaux ferreux, donc qui représentent ce qu'on a dit préalablement sur le monde du transport, on va dire plutôt terrestre. Et petit à petit, on voit quand alpha égale à 10 et commence à devenir égal à 100, ben on va arriver vers le composite ici à fibre de carbone, et plus on va monter, plus on va contourner ce composite. Alors il n'y en a même pas hein, ici dans la base de données que j'utilise, on est sur une base de niveau 2, il faudrait être à niveau 3 pour en avoir plus, on le verra juste après. Et donc on va voir apparaître ici le long du front de Pareto des matériaux qui vont être de plus en plus intéressants d'un point de vue alpha grandissant. Donc on peut le représenter ici avec une autre visualisation des valeurs. Hein. Ici on est en train de regarder les ellipses de valeurs, donc on est pardon, sur les intervalles au niveau des valeurs des matériaux, mais on peut le représenter par valeur moyenne, ce qui est quand même un petit peu plus sympathique ici pour comprendre ce qu'on est en train de dire. Et donc si je reprends alpha vaut 1 et alpha 10, donc on est allé en gros sur la partie basse de la surface des compromis. Donc on a tous ces matériaux qui seront adéquats, on va dire, pour du transport terrestre. Et dès qu'on va augmenter notre alpha, 100, 1000, 10 000, bah, c'est tous les matériaux qui vont être ici, donc à gauche de la surface de compromis, qui vont devenir beaucoup plus intéressants pour réaliser justement des avions ou des navettes spatiales. On pourrait utiliser cette méthode également pour faire de la reconception et utiliser dans ce cas-là cette approche via des valeurs relatives. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Prenons par exemple une pièce qui est fabriquée à partir d'acier doux et ce matériau est un référent mais on n'en veut plus, c'est-à-dire qu'on veut le changer. Mais conclusion, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'utiliser justement comme référence et on va regarder si d'un point de vue compromis, on a des matériaux qui seront meilleurs ou moins bons que lui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va représenter l'espace ici du coût et de la masse. Donc, j'ai repris le coût et la masse qu'on avait tout à l'heure. Et on va diviser l'évolution de ce coût par rapport au coût de l'acier doux et par rapport à la masse de l'acier doux. Donc, on est en train de normaliser l'espace, en fin de compte ici, coût masse en fonction du coût initial de l'acier référent et de la masse initiale de l'acier référent. À partir de ce moment-là, on va voir apparaître ici naturellement au point 1,1 le coût du matériau référent et la masse du matériau référent. Tout ce qui va être au-dessus sera plus lourd, tout ce qui sera en dessous sera moins lourd, et je pense que vous avez compris, au-dessus c'est plus cher, en dessous c'est moins cher. Donc à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Une démarche, encore une fois, en front de Pareto. Donc on voit que les meilleurs éléments qui sont à la gauche et qui sont minimum sont ceux qui touchent ici le front de Pareto. Et une autre façon de travailler ici, c'est puisqu'on a normalisé avec le matériau de référence, on va également normaliser la fonction de pénalité. Ça veut dire quoi? On va exprimer une fonction de pénalité référente comme étant quoi? Phi divisé par le coût de l'acier doux. Ça va donc être le coût sur le coût C0, c'est ce qui est ici, plus alpha fois m que divise C0. On peut donc écrire dans ce cas-là cette fonction de pénalité dite normalisée par rapport à cette approche qui est proposée ici, comme étant quoi? Tout simplement C sur C0 plus alpha étoile, avec alpha étoile qui vaudrait quoi? Bon, je le regarde ici, alpha fois M0 sur C0 afin d'obtenir ici justement l'abscisse désirée, c'est-à-dire M sur M0. Donc à partir de la fonction phi, on détermine un phi étoile normalisé et à partir du alpha référent, on va définir un alpha étoile que l'on pourrait appeler ici normalisé qui va nous donner l'évolution justement de ce taux d'échange normalisé d'un point de vue référence. Donc, si on écrit maintenant dans cet espace qui est ici l'évolution du coût normalisé en fonction de la masse normalisée, on va retrouver la même approche qu'on a vue tout à l'heure,
y égale à a fois x plus b. Je cherche donc à minimiser cette fois-ci la fonction de pénalité normalisée et on va regarder l'évolution des pentes par rapport au taux d'échange normalisé. Donc, si on fait les petits calculs, bon, là c'est juste pour vous donner un exemple. Si j'imagine une masse initiale de 10 kg, un coût initial de 25 euros, un alpha, donc un taux d'échange initial de l'ordre de 10, donc on prend le deuxième alpha dont on a parlé tout à l'heure, donc 10 euros par kilo, on obtiendra cette fois-ci un alpha étoile de 4, oui 4, pas 4 euros par kilo, car on a bien sûr ici, si on reprend l'écriture de alpha étoile, alpha qui est bien en euros par kilo, mais je multiplie par des kilos, je redivise par des euros, donc j'ai bien un alpha étoile normalisé qui vaut 4 strictement, sans unité bien sûr. Alors reprenons les alphas tout à l'heure et faisons le calcul des alpha étoiles. Qu'est-ce qu'on va obtenir? L'évolution d'alpha étoile dépend naturellement de la proportion à la valeur que l'on vient de calculer. On va donc avoir un alpha étoile ici qui va évoluer en fonction de M0 et C0. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Utiliser maintenant cet alpha étoile dans l'espace représenté normalisé ici. Et comme précédemment, on va voir apparaître donc les alpha étoiles courbées, comme on l'a expliqué précédemment, donc qui vont représenter les isovaleurs ici qui vont passer par le référent, donc par l'acier doux, donc isovaleurs de alpha étoile. Et derrière, on va avoir ici en dessous des courbes, donc il faudrait regarder bien sûr chaque alpha étoile, les valeurs inférieures à celles du référent et au-dessus bien sûr les valeurs supérieures à celles du référent. Et donc si on veut trouver les meilleures valeurs en termes d'optimisation ici de coût et de masse par rapport au référent, on ira regarder les solutions qu'on appelle non dominées, c'est-à-dire les plus basses par rapport au front de Pareto, et on voit qu'un alpha étoile croissant, donc ici on est sur le plus petit et ici le plus élevé, les solutions vont se retrouver ici, là par exemple pour des alphas autour de 0,4 et 4, et au fur et à mesure qu'on va avancer, donc pour les alphas les plus grands, les solutions vont se retrouver ici, sur la partie la plus basse du front de Pareto. Voilà, donc là vous avez les meilleurs candidats, donc le must par rapport à celui-ci. Bien sûr, si d'un point de vue coût derrière ici on est un peu embêté, il faudra peut-être revoir les critères, comme on l'a dit tout à l'heure, se poser la question d'un compromis potentiel si on a un conflit au niveau de ces critères. Voilà, donc cette diapo termine les compromis de sélection. J'espère avoir été suffisamment explicite et clair, et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans de nouvelles vidéos.